Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous recevons un invité de Bulgarie. Je suis accompagné du capitaine Ivo Yotsov, titulaire d'un doctorat en économie internationale, ancien capitaine de la marine bulgare et désormais professeur à l'Académie navale Nicolas Vaptsarov. Professeur Yotsov, bienvenue. Merci beaucoup pour cette l'opportunité d'être ici pour les études sur la neutralité. Je suis très heureux de vous avoir ici. Je suis très heureux de vous avoir parce que vous êtes vous êtes en Bulgarie, en Europe de l'Est, et vous écrivez ou travaillez sur un manuscrit concernant le nouveau réalisme structurel. J'aimerais en discuter avec vous. D'après ce que je comprends, le livre n'est pas encore sorti. Il paraîtra dans quelques mois. Mais pouvez-vous me dire, à partir de votre expérience et de votre regard sur les affaires mondiales depuis la Bulgarie aujourd'hui, ce que ce nouveau réalisme structurel vous apprend sur le fonctionnement du monde? Peut-être que, tout d'abord, je dois expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai réalisé que les deux grands concepts liés à l'environnement sécuritaire et aux relations internationales ne permettent pas d'expliquer le monde dans lequel nous vivons. Le premier est le libéralisme, ou l'institutionnalisme libéral. Ce concept considère les pays comme des entreprises. Il définit le monde selon ce qu'il devrait être. Par exemple, en respectant les règles, en garantissant les droits humains. Mais il ne peut pas expliquer le monde réel. Il ne peut pas expliquer pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine, ni pourquoi les États-Unis ont enlevé le président du Venezuela. Je me permets d'intervenir, car l'institutionnalisme libéral affirme que la manière dont les pays sont structurés détermine aussi leur comportement. Donc, vous savez, la Russie a envahi l'Ukraine parce que c'est une autocratie, n'est-ce pas? Parce qu'elle est dirigée par un dictateur. Donc, elle intervient. Mais c'est généralement là que ce raisonnement s'arrête. Oui, c'est le point de vue de ce concept. Le second, c'est le réalisme, et il comporte deux branches, le réalisme classique et le réalisme structurel. Il considère les pays comme par exemple des boules de billard. Il s'intéresse à la manière dont elles réagissent, se déplacent et interagissent entre elles, mais il ne peut pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur des boules. Il travaille avec des chiffres purs. Il compte la population, les navires, les avions, et ainsi de suite. Et la puissance est liée à cette quantité de quelque chose. Pourtant, il ne peut pas expliquer pourquoi l'OTAN a perdu le conflit en Afghanistan. Il ne peut pas expliquer pourquoi, malgré l'énorme PIB des États-Unis comparé à celui du Vietnam, la guerre du Vietnam a été perdue. De ce point de vue, cela ne peut tout simplement pas être expliqué. Donc une autre chose, c'est que nous devons créer un cadre capable d'expliquer la nouvelle réalité. Dans cette nouvelle réalité, il existe des acteurs dans les relations internationales, tels que les sociétés militaires privées et les groupes de hackers, par exemple. Et nous sommes en guerre, une guerre continue, mais sans moyens classiques pour attaquer le camp opposé. Je pense donc que les concepts existants devraient être élargis pour inclure l'histoire, les lignes rouges, les douleurs virtuelles, les sentiments des pays. Certains pays, d'accord, sont différents de ce point de vue. Il y a des grandes puissances et des puissances plus petites, et elles ne peuvent pas réagir de la même manière. Ainsi, à mon avis, le réalisme devrait être élargi. Nous avons bien sûr quelques penseurs des relations internationales qui essayent de développer ce concept de réalisme. Je veux dire, le réalisme originel, tel qu'il a été formulé et développé par Morgenthau, a connu de nombreux changements. Et Kenneth Waltz, lui aussi, a traversé plusieurs itérations, n'est-ce pas? Le plus en vue dans notre domaine est certainement John Mearsheimer, qui utilise ce qu'il appelle le réalisme offensif.
Dans son cadre théorique, l'un des postulats est que la compétition sécuritaire entre les États est inévitable, car oui, ce sont des boules de billard. Elles sont toujours sur le terrain de jeu, n'est-ce pas? Donc la compétition est inévitable. La guerre, elle, peut être évitée si elle est gérée avec soin. Mais la raison pour laquelle il l'appelle offensif, c'est que les États doivent être affirmés, surtout les grandes puissances, afin de créer un équilibre des forces. Si vous cédez, eh bien, l'autre viendra vous percuter, n'est-ce pas? Alors, selon vous, en termes de réalisme structurel, comment voyez-vous ces forces évoluer concrètement? En réalité, à mon avis, nous devons examiner ce qui se passe avec les boules de billard. Par exemple, puis-je simplement ajouter, car c'est très différent, John Mearsheimer dit explicitement « Je me fiche de ce qui se passe à l'intérieur des sphères. Cela n'a pas d'importance. C'est le système qui… » Oui, c'est la principale différence. Il est très important de comprendre ce qui se passe. Parce que, par exemple, si l'on adopte le point de vue de Huntington, il existe différentes civilisations. Et si l'on considère le point de vue de… Comment s'appelait-il déjà? Désolé. C'est bon. Mais poursuivons. La civilisation européenne, dans son ensemble, fait partie, disons, de la civilisation classique apparue en Méditerranée. Pendant l'Empire romain, elle a été divisée en parties occidentales et orientales. Ainsi, la civilisation orientale, des pays comme le mien, la Bulgarie, la Russie, la Pologne, et ainsi de suite, est un peu différente de ce point de vue. Le comportement de ces États est étroitement lié à cet héritage. Nous ne pouvons donc pas simplement dire « Très bien, nous ne pensons qu'à ce qui se passe dans la boîte », car nous devons répondre à 4 questions. Premièrement, qui? Deuxièmement, comment? Troisièmement, pourquoi? Et avec quels moyens réagiront-ils? Et à quoi réagissent-ils? Ainsi, de cette manière, nous pouvons classer et trouver des exemples directs. La douleur virtuelle, par exemple, lorsqu'un pays qui fut autrefois un grand empire perd une partie de son territoire, comme la Russie avec les pays du Caucase, il ressent une douleur comme si on lui avait coupé une jambe. Ce n'est plus une partie du corps, mais la douleur persiste. Dans ce nouvel impérialisme structurel, il est clair pourquoi la Russie considère l'Ukraine comme faisant partie de la civilisation russe. Je suppose que beaucoup de gens savent que la Rus de Kiev constitue le noyau de l'État russe. Il est donc très important de comprendre pourquoi la direction d'un pays réagit d'une manière ou d'une autre. Petite interruption, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela peut se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalota.substack.com. Le lien se trouvera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Je veux dire, c'est assez important, car encore une fois, la version du réalisme selon Mearsheimer. Bien sûr, Mearsheimer en tant qu'analyste, en tant que personne, ne négligera jamais, au grand jamais, les croyances, les actes de parole et ainsi de suite des Russes. Il en parle d'ailleurs constamment, de ce que nous entendons et de la manière dont fonctionne le système politique russe. C'est absolument crucial. Mais selon la théorie, l'idée est que les États se comportent nécessairement comme si la compétition sécuritaire était permanente et qu'ils agissent pour maximiser leur sécurité face aux autres, n'est-ce pas? Les grandes puissances le font de plusieurs manières. Par exemple, en combattant d'autres grandes puissances ou en essayant d'empêcher celles-ci de le devenir. Et en gérant leurs alliances pour s'assurer que leurs satellites restent plus ou moins dans la ligne et ne menacent pas le centre. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et il disait là-dedans que peu importe qu'il s'agisse d'une démocratie, d'une autocratie ou d'une théocratie, comme en Iran. Autrement dit, une fois qu'un pouvoir a les moyens d'agir,
il se comportera de cette façon. Maintenant, ce que cela omet, bien sûr, c'est exactement ce que vous soulignez. Le fait est que différentes civilisations pourraient en réalité ne pas se comporter de cette manière, car les études de cas qu'utilisent les réalistes classiques ou offensifs proviennent pour la plupart directement de l'Empire romain d'Occident, n'est-ce pas? Ensuite, ils étudient comment les Européens se comportaient entre eux, puis les Britanniques, puis les Américains. C'est donc essentiellement une longue trajectoire de développement de l'Empire romain d'Occident, se fragmentant et se reconfigurant, qu'ils projettent ensuite sur le monde entier en disant « ils se comportent tous ainsi ». Mais cela exclut la civilisation chinoise, cela exclut la civilisation romaine d'Orient, les Russes. Et ton analyse dit maintenant « non, il faut examiner cela ». La composante civilisationnelle est essentielle. C'est bien cela? En réalité, mon analyse indique que le réalisme classique devrait être élargi à partir de ce point de vue. Personne ne dit « non, nous ne pouvons pas compter les chiffres ». Et en fait, le pouvoir est étroitement lié au nombre de chars, d'avions, et ainsi de suite. D'accord, personne ne dit que ce n'est pas le cas. Mais il existe d'autres aspects liés au pouvoir, comme la manière dont la société, par exemple, est unie, la volonté de la société. Donc oui. Alors, selon vous, qu'en est-il? Prenons la Bulgarie comme exemple. Un État ou une société qui n'est pas aussi clairement façonnée par ses constructions occidentales que, disons, la France ou le Royaume-Uni. Si vous, en tant que Bulgare, comprenez les Russes différemment, leur motivation, par exemple, pour agir de telle ou telle manière, quel est l'aspect le plus important à saisir pour comprendre comment eux, en tant que grande puissance, en tant que grande civilisation, agissent aujourd'hui sur la scène mondiale? En réalité, ici en Bulgarie, nous avons un débat très fort et très intense au sein de la société sur notre relation avec la Russie. Vous savez probablement que, en raison de la guerre entre l'Empire ottoman et la Russie à la fin du XIXe siècle, la Bulgarie est devenue un État indépendant. Mais en même temps, l'alphabet cyrillique a été développé en Bulgarie, ce qui fait que nous entretenons des liens très étroits avec ce qui est aujourd'hui la Russie, ou l'Empire russe si l'on remonte plus loin dans l'histoire. Les sentiments des Bulgares envers la Russie sont très différents, par exemple, de ceux de la population polonaise ou des Européens de l'Ouest. Ainsi, ici en Bulgarie, nous avons des russophiles et des russophobes. Deux grands, disons, camps. Les russophiles pensent que le pays devrait être davantage tourné vers l'Est, tandis que les russophobes estiment que les relations politiques avec les pays occidentaux devraient être plus étroites. Aujourd'hui, mon pays est membre de l'OTAN, de l'Union européenne, et ainsi de suite. D'une certaine manière, le pays a fait un choix, peut-être il y a plus de 20 ans. Mais je pense tout de même que même la direction politique ici peut comprendre assez bien le point de vue de la Russie. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ambassade de Bulgarie à Moscou et l'ambassade soviétique à Sofia servaient de point de contact entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Je crois donc que, d'une manière ou d'une autre, la guerre en Ukraine prendra fin et que de bonnes relations entre nos pays seront rétablies. Donc, vous pensez que la relation bulgaro-russe, une fois la guerre terminée, s'améliorera nécessairement à nouveau en raison de la proximité et des liens culturels? Oui, certainement. Puis-je poser une question? Désolé. Vous savez probablement que notre langue est très proche du russe. Ici en Bulgarie, il y a beaucoup de gens, non seulement de Russie, mais aussi d'Ukraine, des Ukrainiens russophones qui sont venus ici au début de la guerre. Ils se sentent très à l'aise de vivre en Bulgarie.
They feel in Bulgaria very well. Parce que, enfin d'accord, c'est évident, la proximité culturelle, n'est-ce pas? Puis-je vous demander cependant, parce que la Bulgarie occupe cette position intéressante, où d'un côté, elle faisait partie du pacte de Varsovie pendant la guerre froide, et en ce sens, elle a toujours été considérée comme un satellite, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez probablement, je veux dire, de cette époque, au moins en grandissant, je suppose. Oui. D'un autre côté, eh bien, j'ai 40 ans, donc je suis encore en quelque sorte un produit de la guerre froide, n'est-ce pas? Je suis né en 1985, donc quelqu'un d'à peine quelques années plus âgé a probablement des souvenirs précis d'avoir grandi dans cette situation. Je veux dire, je ne cesse de dire que nous oublions souvent combien de personnes sont nées dans des États qui n'existent plus. Les Soviétiques, les Tchécoslovaques, les Yougoslaves, n'est-ce pas? Beaucoup de gens de notre âge, et même plus jeunes, sont nés dans des pays qui n'existent plus en Europe. Mais laissons cela de côté. La question que je veux poser est la suivante. Si l'on réfléchit à cette transition, passer du statut de membre du pacte de Varsovie à celui d'un pays essentiellement indépendant, puis à celui de membre de l'OTAN, et à la manière dont l'OTAN fonctionne aujourd'hui. Comment compareriez-vous cette transition? Comment la comprenez-vous? Et comment compareriez-vous le fait d'être membre du pacte de Varsovie avec celui d'être membre de l'OTAN? Tu as raison. Mon pays a une longue histoire avec le pacte de Varsovie et nous avons rejoint l'OTAN en 2004. Donc cela fait maintenant plus de 20 ans que nous en sommes membres. J'étais très jeune lorsque le pays faisait encore partie du pacte de Varsovie. Au sein du pacte, le niveau d'intégration était très élevé. Tout l'équipement militaire était russe et toute la production de l'industrie de défense se faisait sous licence russe. L'interopérabilité entre les armées du pacte de Varsovie était donc très forte. Les procédures, tout était standardisé. Et bien sûr, le russe était utilisé comme langue de communication entre les différentes forces armées. C'était le bon côté des choses. Mais du point de vue du contrôle, le pacte de Varsovie était très strictement dirigé par l'Union soviétique. Tu connais probablement la doctrine Brejnev, l'idée de la souveraineté limitée. Selon cette doctrine, les autres pays pouvaient intervenir pour influencer un allié particulier et y rétablir l'ordre. La doctrine a été élaborée après, disons, les événements en Tchécoslovaquie et en Hongrie. En réalité, le niveau de démocratie, ou plutôt le niveau de souveraineté, était presque nul. Au sein de l'OTAN, à mon avis, les pays ont le droit de faire leur propre choix. Concernant l'équipement, les procédures, la manière dont les choses sont organisées dans leurs propres armées. Et cela crée, de mon point de vue, un énorme désordre. Car même aujourd'hui, le niveau d'interopérabilité entre les différentes forces armées n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. Probablement qu'un jour, cela s'améliorera, disons. Mais oui, l'OTAN permet une bien plus grande souveraineté nationale et démocratie comparée au pacte de Varsovie. Donc, oui, tu vois, quand on revient aux théories, l'interprétation libérale des relations internationales dirait que l'OTAN est une entité complètement différente, parce que tous ses membres sont des démocraties et qu'ils choisissent tous d'y adhérer. Ils veulent y adhérer. C'est une décision démocratique d'y adhérer. Alors que sous la domination soviétique, comme ces régimes étaient des autocraties, tous les autres membres qui ont rejoint étaient aussi des autocraties, et ils étaient, tu sais, forcés de rejoindre et intégrer. Et il y a peut-être un point à souligner là, non? Je veux dire, même dans ton explication, le niveau d'intégration de ces deux systèmes est tout simplement très différent. Ouais. Mais le point de vue réaliste dirait que ce ne sont que deux variantes différentes. C'est comme Coca-Cola et Pepsi.
ils sont fonctionnellement similaires, dans le sens où ils aident l'hégémon, d'un côté comme de l'autre, à coordonner les satellites. Seriez-vous d'accord avec cela ou non? C'est une question très difficile. Je ne peux pas dire probablement, probablement même maintenant. En fait, je pense que c'est encore plus précieux aujourd'hui, car il y a plusieurs années, le niveau de contrôle exercé par l'hégémon était plus faible. En réalité, non, il était simplement plus dissimulé. Ça semble. Oui, c'était couvert. Maintenant, c'est le comportement. C'est « je ne veux pas », sans aucune honte. Ils disent simplement « je ne veux pas ». Et par exemple, l'Union européenne, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais après 2019, l'Union européenne est devenue plus forte, tandis que la souveraineté des pays s'est affaiblie. Ils créent beaucoup de règles, beaucoup de législation, ce qui rend la souveraineté des pays de plus en plus faible. En réalité, l'OTAN ne fait pas vraiment cela en tant qu'alliance, n'est-ce pas? Elle n'établit pas tant de règles, mais elle exerce une forte pression en faveur de l'interopérabilité. En réalité, non. Non. Mon propos est que tout est conforme à la législation, mais que l'interprétation de cette législation est erronée. Par exemple, la politique étrangère et de défense commune de l'Union européenne est utilisée pour établir des listes spécifiques visant des personnes qui, du point de vue de certains pays européens, ont commis une faute. L'idée était de rendre l'Union européenne plus forte face aux menaces extérieures. Mais cette législation est utilisée pour faire pression sur des personnes considérées comme étant dans l'erreur. Vous aviez beaucoup de... Je suis content que tu abordes ce sujet, car j'ai eu des échanges de courriels et des discussions très intéressants à ce propos. L'un des points soulevés est qu'il s'agit d'une prise de pouvoir, cette question de souveraineté, de décider qui est sanctionné et qui ne l'est pas. Le meilleur philosophe qui ait probablement écrit à ce sujet était l'Allemand, le philosophe nazi Carl Schmitt, qui a un jour affirmé que la manière ultime pour les États d'imposer leur souveraineté réside dans le pouvoir de décider qui est un ami et qui est un ennemi, qui est à l'extérieur en tant qu'ami ou ennemi, et qui est à l'intérieur en tant qu'ennemi. Et les sanctions de l'UE member sont un moyen de déterminer, pour l'ensemble de l'Union, qui est l'ennemi de l'intérieur. Pour des actes qui ne sont pas illégaux, ils n'ont rien fait d'illégal. Ils font simplement désormais partie du groupe des ennemis. Et c'est une affirmation de souveraineté. Et cela, bien sûr, va à l'encontre de politiciens comme Viktor Orban et d'autres qui disent « Non, 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 la souveraineté est chez nous, elle réside dans l'État-nation. » Et nous avons ce conflit avec l'UNMIR qui dit « Non, 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 vous pouvez être libre sur le plan administratif, mais c'est nous qui déterminons qui est ami et qui est ennemi. » Et en réalité, ce comportement crée désormais, disons, une volonté parmi des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne, une volonté de prendre davantage de distance par rapport aux autres parties de l'Union européenne. Et en fait, la situation est, comme on dit, celle d'une Europe qui avance à deux vitesses. Voyons cela. Oui, différentes Europes avançant à des vitesses différentes, oui. Mais en ce sens, vous vous préoccupez davantage de la politique de l'Union européenne, qui exerce une pression sur les États membres, que de la politique de l'OTAN, car l'OTAN exerce moins de pression sur les États membres. C'est bien cela? Je pense que oui. Je pense que oui. Je suis plus impliqué là-dedans. J'étais au QG de la marine. J'étais chef du département responsable de l'intégration avec l'OTAN. Mais cela remonte à plus de 10 ans.
Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce genre d'affaires. C'est juste un point de vue personnel, je dirais. Mais vous, selon votre point de vue, la manière dont vous voyez, disons, les pays d'Europe de l'Est se comporter, vous m'avez écrit que vous pensiez qu'il pourrait y avoir une possibilité d'établir une sorte de zone tampon d'Europe de l'Est vis-à-vis du reste de l'OTAN. Pouvez-vous expliquer cela un peu? Comment imaginez-vous une zone tampon composée d'États membres de l'OTAN? Mon point de vue est que les pays d'Europe de l'Est ont une longue expérience de différents types d'intégration. Le premier dont nous avons parlé est le Pacte de Varsovie. C'était une organisation purement militaire. Le second, je ne connais pas le nom exact en anglais, peut-être le Conseil de coopération économique ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas sûr. Je pense que la CIS, le Conseil de oui, le successeur du pacte de Varsovie, n'est-ce pas? Le Conseil pour l'intégration économique. Non, c'était simplement une intégration économique entre les pays de l'Est, disons les pays sous le contrôle de l'Union soviétique, car Cuba et le Vietnam faisaient également partie de cette intégration économique. C'était toujours une intégration très lâche, non? Une structure très souple. En réalité, c'était une très bonne intégration, avec un niveau de spécialisation très élevé. Et nous avions une monnaie spécifique, une monnaie virtuelle, comme l'écu dans l'Union européenne, qui a été instaurée à la fin des années 1960. Donc, de ce point de vue, cette organisation économique était plus développée que l'Union européenne à cette époque. Le commerce entre les pays était comptabilisé dans cette monnaie artificielle. Bon, le V4, c'est purement le groupe de Visegrad. C'est une organisation purement politique entre les pays, disons, d'Europe centrale et orientale. Le groupe de Visegrad est composé de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie. Non, pas de la Bulgarie ni de la Roumanie. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Pas la Roumanie et la Bulgarie. Elles entretiennent encore une très bonne coopération politique et réagissent souvent ensemble contre certaines décisions politiques de l'Union européenne, notamment en matière de politique migratoire. Et la dernière, la Yougoslavie. La Yougoslavie ressemblait à une petite Union européenne. Différents pays, différentes religions et différents niveaux de développement économique entre le Nord et le Sud. Et bien sûr, tous ces exemples d'intégration ont leurs avantages et leurs inconvénients. Certains aspects positifs et d'autres moins bons. Ainsi, d'un point de vue historique, l'Europe de l'Est a une longue expérience. De nos jours, au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, il existe une initiative appelée Intermarium. Les pays situés entre la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique souhaitent être plus intégrés, créer des corridors de transport, des oléoducs, des gazoducs, et ainsi de suite. Cela signifie construire des infrastructures de transport. Donc, à mon avis, au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, ce niveau d'intégration entre les pays de l'Est devrait aller plus loin. Bon, le fait est que, disons, la droite et la gauche dans différents pays sont très différentes. Mais les gens pensent que ce niveau d'intégration en Europe de l'Est devrait être approfondi à cause de la Russie, pour être plus fort, pour résister à d'éventuelles attaques ou pressions. Je ne pense pas que ce soit une menace réelle, cependant. Je veux dire, c'est une véritable menace, oui. Toute l'idée de l'OTAN est de dissuader ce type d'agression. Et avec la Bulgarie comme membre, c'est une évidence, non? Mais bien sûr, l'intégration économique aurait du sens pour d'autres raisons et objectifs.
Alors, selon vous, comment l'expérience de la Bulgarie et des États d'Europe de l'Est, ayant déjà participé à ces mini-clubs, qu'on pourrait appeler du minilatéralisme à l'intérieur de l'Europe de l'Est, pourrait-elle aider à créer un tampon entre la Russie et les États occidentaux de l'OTAN afin de réduire le risque de nouvelles effusions de sang en Europe? It could be done just if NATO Cela ne pourrait se produire que si l'OTAN et l'Union européenne venaient à se désintégrer. Avec la politique actuelle, l'OTAN et l'UEMR telles qu'elles sont, c'est impossible. Donc, si cette désintégration de l'Union européenne ou de l'OTAN devait se produire, les pays d'Europe de l'Est devraient créer, disons, une Union d'Europe de l'Est qui serait indépendante à la fois de l'Ouest et de l'Est. C'est simplement mon point de vue. En fait, la Yougoslavie était autrefois le leader des pays indépendants, vous savez. countries, C'est pas encore un grand mouvement. actually say same political, En réalité, le même comportement politique dans les relations internationales devrait être appliqué à ce congrès et coordonné entre eux. Comment vois-je cette intégration? Eh bien sûr, une partie de la souveraineté doit être déléguée. Mais je pense que les politiques communes qui devraient être déléguées concernent les relations avec les pays extérieurs. Et ensuite, les infrastructures de transport et les infrastructures énergétiques. Électricité, gaz, etc. Tout le reste, non pas comme dans l'Union européenne, mais vraiment tout le reste, l'éducation et ainsi de suite, devrait être géré par les gouvernements des pays individuels. Cela garantirait le caractère et la culture spécifique de chaque pays. Il est très intéressant de constater que beaucoup de gens réfléchissent à un ordre post-UMR en Europe, car nombreux sont ceux qui estiment que l'Union européenne ne peut plus être sauvée. Elle s'épuise d'elle-même. Cependant, je me demande si l'approche que vous avez décrite, vous savez, le minilatéralisme associé à des éléments comme le droit de veto, même si l'OTAN ne s'effondre pas, si l'OTAN reste, pourrait encore fonctionner. Et si, au sein de l'OTAN, un bloc de pays, les pays du groupe de Visegrad, ou peut-être les membres d'Europe de l'Est de l'OTAN, décidaient ensemble: nous voulons être une zone tampon, nous voulons être cet élément de désescalade et nous opposerons notre veto aux décisions de l'OTAN en tant que bloc afin de figer le statu quo. Ne serait-ce pas une approche possible? Parce qu'en fait, on a déjà vu un exemple de ce genre dans le passé, tu sais, au sein de l'UEMPR, entre la Hongrie et la Pologne, quand la Pologne était encore sous le précédent gouvernement, les nationalistes, j'ai oublié leur nom, et ils utilisaient constamment leur veto pour s'entraider. Cela garantissait que l'UEMPR ne pouvait pas en sanctionner un sans l'autre, puisqu'il faut l'unanimité pour le faire. Donc ils se protégeaient mutuellement, n'est-ce pas? Tout cela a changé quand la présidence et la politique polonaise ont évolué. Mais il ne serait pas impensable de voir quelque chose de similaire se reproduire. Car on a vu, par exemple, que la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, joue en réalité un rôle assez neutre dans tout le jeu autour de la guerre en Ukraine, non? Donc ce n'est pas parce qu'un pays est membre de l'OTAN qu'il doit automatiquement être d'accord avec tout. Your point of view is very good. I think Ton point de vue est très bon. Je pense que cela devrait être ainsi, et je suis assez sûr que cela garantirait la survie de l'OTAN. Parce que probablement, tu sais, après la chute du rideau de fer entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, il y a eu un vif débat sur l'avenir de l'OTAN, puisque l'ennemi principal, le pacte de Varsovie, n'existait plus. Par la suite, la guerre contre le terrorisme, entre autres, est apparue et a donné à l'OTAN une nouvelle raison d'exister. Si certaines parties de l'OTAN devenaient une zone tampon, d'accord, ce serait bon pour la paix, mais la motivation à continuer de développer l'industrie et les infrastructures de défense serait réduite. Donc, à mon avis, si les choses évoluaient ainsi, la raison d'être de l'OTAN finirait par disparaître, parce qu'il n'y aurait plus d'ennemis, tu vois.
à cause de cette zone tampon. Je veux dire, c'est pour ça que l'OTAN n'a aucun intérêt là-dedans, non? Toute alliance a besoin d'un ennemi contre lequel s'unir. Mais la question pour des gens comme nous qui souhaitons vivre en paix, c'est comment briser cette logique. Une façon d'y parvenir serait probablement d'institutionnaliser une politique d'État tampon au sein de l'OTAN, pour mettre les Valenguers en échec et dire non, non, non. Par exemple, si la Bulgarie inscrivait dans sa constitution un article stipulant que tout envoi de troupes de l'OTAN en dehors du territoire de l'OTAN doit être soumis à un veto, eh bien cela aurait un impact direct sur ce qui se passe, n'est-ce pas, si le gouvernement bulgare s'y tient. Donc en un sens, il existe des moyens, du moins en théorie, d'influencer la politique d'alliance. Oui, tu as raison. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. En fait, je pense qu'aucun pays n'est vraiment allé jusqu'au bout. C'est un peu comme ça. Mais beaucoup de pays réagissent de cette manière. Par exemple, pendant les guerres du Golfe, la Turquie n'a pas autorisé l'utilisation de ses bases aériennes et n'a pas participé. Les gouvernements ont donc un pouvoir important lorsqu'il s'agit de décider d'engager ou non des troupes pendant un conflit. Cela fait partie de la démocratie au sein de l'OTAN, contrairement au pacte de Varsovie, où en général, la Russie, ou dans le cas des États-Unis, Washington, décidait de ce que feraient les troupes de la Turquie, de la Bulgarie ou d'autres. Tu sais, c'est une idée vraiment intéressante à laquelle je n'avais jamais pensé, qu'on pourrait essayer d'utiliser la structure même de l'OTAN pour commencer à élaborer des principes de désescalade. Bien sûr, le fonctionnement actuel de l'OTAN est très hiérarchique, mais il existe des principes solides qui pourraient en réalité permettre de modifier la manière dont l'OTAN opère. Oui, nous vivons à une époque où nous possédons des armes nucléaires. Nous devrions réfléchir au fait qu'une puissance disposant de telles armes pourrait les utiliser. Les responsables politiques devraient donc chercher à réduire les tensions et non à les aggraver. Créer une zone tampon est simplement une façon d'y parvenir. Et en réalité, c'est exactement le point de vue russe. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'année 2021, ils ont demandé à l'OTAN de retirer son infrastructure militaire derrière les frontières avant la fin du mois de mai. Oui, cela créerait une zone tampon. Les Russes le pensent aussi, et je suis d'accord. Cela pourrait en fait être une façon de commencer à réfléchir à la création d'une structure de sécurité commune qui n'aurait pas besoin de dissoudre l'OTAN. Il suffirait d'établir des contraintes stratégiques pour garantir que la dissuasion soit maintenue, mais que les capacités offensives soient retirées de l'échiquier. Isang dith the tworth embrace en nedesem of sekevens thaivo speak, it's rusimfti. Sunbesbout. I find this fascinating. One point more is that we are living in Un autre point, c'est que nous vivons une période économique très difficile. Et dépenser de l'argent sans créer de possibilités de développement futur est très stupide. L'Europe devrait investir dans l'éducation, c'est comme la nourriture de l'économie, afin d'accroître les chances de la faire progresser, d'investir dans les hautes technologies, et ainsi de suite. Dépenser l'argent là-dedans. Oui, pour le développement humain, pas seulement pour la croissance économique, oui. Ce sont des réflexions très bonnes et importantes. Professeur Yotsov, pour les personnes qui souhaitent découvrir vos travaux, où devraient-elles aller? Lorsque la monographie sera publiée, elle sera en libre accès. Notre maison d'édition universitaire fonctionne principalement de cette manière. Les livres sont distribués sous forme électronique.
distributed, it will be electronically. Once it is Une fois que ce sera publié, écrivez-moi à nouveau et je le mettrai dans la boîte de description sous cette vidéo. Nous informerons également les gens que le livre est sorti. Professeur Ivo Yotsov, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Thank you. Thank you. Merci. Ce fut un grand plaisir pour moi. Merci. Au revoir. Bye.